Vous l'avez sûrement remarqué, mais la division des poids lourds est un peu en perdition depuis quelques années. Peu de talent, un roster qui peine à se renouveler, une ribambelle de combats plus inquiétants les uns que les autres par leur niveau technique abyssal, et bien sûr, le fameux cardio inexistant des 3/4 du roster dès que le combat dépasse le premier round. C'est un vrai problème d'ailleurs, la catégorie est vieillissante, il n'y a au moment où j'écris cette vidéo que 32 poids lourds sous contrat avec l'UFC, et plusieurs prospects ont subi des revers cuisants cette année. Il semble que chaque nouveau talent que la promotion essaye de faire monter sombre dans les abysses, et il est un peu difficile d'entrevoir ce à quoi la division va ressembler dans quelques années, puisque la moitié du top 15 aura sûrement quitté la promotion de vieillesse en 2026. C'est d'ailleurs une problématique assez récurrente à l'UFC depuis le début de la promotion. Il y a eu un âge d'or des poids lourds entre le rachat du Pride et l'arrivée de l'USADA, on va en reparler, mais globalement, l'UFC a toujours eu pas mal de difficultés à se constituer un roster de poids lourds qui tient la route, et globalement, on oscille quand même souvent entre les gros poids moyens hors de forme et les punchers à bout de souffle dès qu'ils lèvent le bras. Il y a des exceptions bien sûr, mais souvent la différence de niveau entre les 5-6 meilleurs de la catégorie et le reste du roster met encore plus en lumière le problème. Il suffit de regarder le classement actuel de la division pour s'en rendre compte. Mais du coup, quelle est la cause de cette panne sèche à l'UFC? Comme vous vous en doutez, il y a pas mal de raisons différentes, certaines très évidentes, certaines un peu moins, et c'est plus pour dresser un constat global que je souhaite faire cette vidéo aujourd'hui. Pour commencer bien sûr à chercher dans les raisons et l'origine de ce problème, il y a bien sûr l'évidence parmi l'évidence, un poids lourd n'est pas généralement un être humain de taille moyenne. Ça paraît bête à rappeler, mais il le faut, parce que l'une des raisons qui rend si attractive la catégorie des poids lourds, quel que soit le sport de combat d'ailleurs, c'est son aspect visuel et surréaliste. Le poids lourd est un véritable titan physique, et la taille moyenne d'un poids lourd de l'UFC par exemple est d'1m91. J'ai des vieilles données sur les sujets, vous m'en excuserez, mais pour un homme entre 30 et 39 ans, on est sur un peu moins de 5% de la population mondiale. Évidemment, la taille d'un combattant varie en fonction de sa morphologie, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée et mettre en lumière que le poids lourd moyen est une exception physique, et pas la norme. Thomas Spinal est un colosse d'1m96 par exemple, et même si certains me diraient que Mark Hunt était plutôt un petit poids lourd, il avait une dimension physique qui dépassait l'entendement et n'était pas commune. Donc, la part de la population remplissant ces critères est déjà extrêmement mince, mais ça, c'est vrai pour tous les sports de combat. Les poids lourds de la boxe sont aussi des beaux bébés, et ils ne souffrent pas d'un tel problème de densité, ou moins en tout cas. Donc, il faut creuser un peu plus loin que ça bien sûr, et s'attaquer au véritable sujet et au véritable problème ici, le choix des athlètes. Pour le dire simplement, si vous êtes un colosse et que vous êtes athlétique, je ne suis pas sûr que l'UFC ou le MMA d'une manière générale soit exactement votre premier choix de carrière. Je m'explique, on va prendre l'exemple des États-Unis par exemple. Les étudiants et les jeunes athlètes sont plus enclins à se tourner vers le basket ou le football américain, qui non seulement sont beaucoup plus rémunérateurs, disposent d'un système universitaire et académique mis en place depuis des décennies, mais surtout sont un peu moins risqués pour l'organisme. Quoique pour le foot américain, on connaît les risques pour la santé, mais quitte à se manger une commotion cérébrale, autant le faire pour des sommes plus importantes. Et je dis pas qu'en conséquence, le MMA se retrouve avec les rejetés du bordel, mais Stipe voulait être joueur de baseball, mais n'a pas reçu d'offre après l'université. Francis Ngannou voulait faire de la boxe anglaise, mais a été convaincu par Fernand Lopez de faire du MMA. On ne compte plus les kickboxers reconvertis en combattants de MMA de l'époque du Pride. Bref, à l'ère moderne, le MMA n'est peut-être pas la priorité de grand monde de ce physique-là, et qu'on veuille se l'admettre ou non, les poids lourds sont parfois, pour pas dire souvent, des mecs qui le font en choix secondaire et qui ne sont pas destinés majoritairement vers ce sport initialement. Pour un sport aussi jeune, bien sûr, ce n'est pas très surprenant que le niveau d'entrée pour une catégorie aussi peu fournie sur l'aspect physique soit relativement bas, et là j'ai cité évidemment que les meilleurs du monde, mais quand on s'intéresse à des gars un peu plus bas dans la hiérarchie mondiale comme les Austin Lane ou comme l'a été Greg Hardy par exemple, c'est aussi des mecs qui sont tournés vers le MMA après des rejets dans d'autres carrières ou alors après des scandales à répétition comme ce fut le cas pour Greg Hardy. La réalité que beaucoup de personnes ne veulent pas avouer, c'est que le poids lourd de l'UFC moyen n'est pas un bon combattant et ce n'est pas un très bon athlète non plus, et que ce n'est pas juste un souci physique et athlétique, c'est surtout parce que la catégorie est assez simple à intégrer, parce qu'il n'y a pas grand monde et donc que la qualité technique requise est minimale, toute proportion gardée bien sûr. Évidemment, de l'autre côté de cette équation se trouve l'argent. La raison pour laquelle les meilleurs athlètes regardent ailleurs, c'est parce qu'il y a plus d'argent et de renommée dans d'autres disciplines. Le salaire minimum pour un rookie de NFL en 2024 est de 795 000 $ annuels, le salaire minimum pour un rookie de NBA dépasse le million de dollars, les combattants de l'UFC, eux, entrent dans la promotion pour 12 000 $ garantis. À quelques exceptions près, on sait que pour les poids lourds c'est différent, mais quoi qu'il arrive, c'est juste incomparable. Et oui, les meilleurs poids lourds vont toucher des belles sommes, mais bon, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce que touchent les meilleurs basketteurs ou les meilleurs joueurs de foot US, d'une manière générale, les meilleurs athlètes dans d'autres disciplines. Donc déjà, au début, à la base, il y a un problème puisqu'il n'y a pas de carotte à suivre pour les athlètes, à part si vous êtes un grand passionné de MMA. Si vous êtes un colosse encore athlétique et que vous avez encore le temps de modeler votre corps pour faire une discipline, il y a très peu de chances que ce soit le MMA vers laquelle vous vous tournez. Et là, on arrive à un moment où vous allez me dire, et à raison, qu'il y a tout de même eu une époque où on avait des catégories de lourds beaucoup plus denses. L'époque généralement visée par ce genre de déclaration, c'est les 2 à 3 dernières années du Pride qui ont débordé
abordé sur le début des années 2010 à l'UFC, donc parlons-en rapidement. Premièrement, et je suis désolé, mais on va devoir parler stéroïdes rapidement. Déjà, le Pride, c'était un peu le paradis de la piqûre. On sait que la promotion n'était pas regardante là-dessus. D'ailleurs, certains anciens de l'UFC comme Josh Barnett y sont allés spécifiquement pour ça. Quand certains de ces mecs-là ont été confrontés à l'USADA et même avant ça à des simples tests faits par les commissions, on a eu le droit à pas mal de chutes de performance et à quelques échecs un peu cuisants. Aussi, il faut le dire, le Pride faisait un bien meilleur taf de présentation des athlètes. Les règles y forçaient des combats un peu plus barbariques et parfois, désolé de le dire comme ça, mais on nous a un peu fait passer des vessies pour des lanternes. C'est pas pour dire que ce n'était pas l'époque d'or des poids lourds parce que ça l'était, mais il y a quelques combattants dont les fans ont un souvenir un peu glorieux, alors qu'en réalité, quand on s'intéresse à l'aspect technique de l'affaire, c'était pas toujours ça. Ensuite, même si c'était pas la norme bien sûr, le Pride c'était aussi le lieu de reconversion des kickboxers. Y a pas de mal à ça, mais c'est très différent en termes de talent disponible. Igor Vovchanchyn, Mirko Cro Cop, Mark Hunt et j'en passe, c'est des mecs qui ont glissé d'un sport vers l'autre, y percevant plus d'avenir et probablement une meilleure paye. De nos jours, il n'y a pas vraiment de gros rosters disponibles pour ce genre d'arrivée de masse niveau kickboxing, et surtout, je crois pas que les mecs de la boxe anglaise vont se dire que c'est une bonne idée d'aller manger des low kicks pour un dixième de leur bourse actuelle. Il y a un appauvrissement notable du niveau moyen des poids lourds depuis 10 ans, et vu ce qui est disponible hors UFC, je ne suis pas certain que ce soit amené à s'améliorer dans un avenir proche. On arrive doucement au constat actuel sur l'état de la division des poids lourds et pour le dire gentiment, c'est pas jojo. Plus qu'une division techniquement pauvre, puisque ça a très souvent été le cas, c'est surtout l'état vieillissant de la catégorie qui m'interpelle. Et je ne parle pas uniquement d'âge, même si d'âge aussi, je parle également d'ancienneté dans la catégorie. La division tourne un peu en rond depuis quelques années, beaucoup de combats ont déjà eu lieu, la hiérarchie est clairement établie et on peine à voir émerger des nouvelles têtes. Le mec le plus jeune du top 10 par exemple, c'est Sergey Spivak, il me semble qu'il a 29 ans, et il a déjà 4 défaites à l'UFC, dont des défaites très cuisantes, permettant d'établir clairement où il se situe dans la hiérarchie mondiale. Il y a quand même un sentiment majeur qui est qu'on est à quelques mois, peut-être un an, du début d'un long règne de Thomas Aspinall, ça dépendra de ce que voudra faire John Jones, et Aspinall a déjà prouvé qu'il était au-dessus de la quasi-totalité du reste de ses contemporains. Le fait que des mecs comme Tai Tuivasa, Derrick Lewis ou Jairzinho Rozenstruik soient encore dans le top 15, c'est un petit peu alarmant à mon sens. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment une solution? Eh bien, oui et non. Je crois pas qu'il y ait actuellement beaucoup de talent hors UFC chez les poids lourds, surtout qu'il y a un profil clair de combattant que l'UFC recherche, les poids lourds strikers. Le fait qu'Alexander Romanov par exemple n'ait pas été renouvelé après sa victoire contre Rodrigo Nascimento il y a quelques semaines, ça en dit long sur ce que l'UFC veut pour sa division. Malheureusement, et ça ne m'engage que moi, je ne suis pas sûr que ce qui est désiré soit trouvable actuellement. À titre personnel, je regarde pas mal du côté des mi-lourds pour faire une montée de catégorie plus qu'une injection de nouveaux talents hors UFC. Kennedy Nzechukwu vient de le faire, et même si je ne pense pas qu'il puisse devenir champion, je pense qu'il va avoir un certain degré de succès. Selon moi, les mi-lourds les plus massifs devraient y songer, surtout ceux dont les espoirs de ceinture dans leur catégorie est loin. Les mecs comme Johnny Walker, Ryan Spann, Alexander Rakic, ils pourraient avoir du succès en lourd sur la pure base de leur supériorité technique. Un mec comme Spann par exemple, qui a raté la pesée 2 fois en mi-lourd, il devrait sérieusement y songer, et ça résoudrait pas du tout le fond du problème, parce que je ne pense pas que le fond du problème puisse être résolu actuellement, mais au moins il y aura un petit peu plus de densité parce que il faut faire quelque chose, c'est assez urgent. Je crois qu'avec l'USADA et avec la popularisation du weight cutting et toutes les avancées scientifiques qui y seront entourées, la part de poids lourd qui déjà n'était pas énorme, c'est encore plus restreinte puisque maintenant des mecs qui oscilleraient autour de ce poids-là ont des moyens à disposition pour s'affiner, pour cuter l'eau et pour faire le poids en mi-lourd. Je dois dire que je suis pas extrêmement optimiste sur l'avenir de la division. Je crois qu'on est malheureusement condamné à avoir beaucoup de revanches et ça a déjà un peu commencé. Et une fois que les quelques combattants vieillissants, donc encore une fois qui aussi entre les 37, 38, 39 ans vont quitter la division, j'ai peur qu'on se retrouve face à une situation un petit peu catastrophique. Une perception qui ne va pas s'améliorer selon moi avec un règne de Thomas Aspinall qui est probablement sur le point de durer quelques temps, si compter bien sûr qu'il passe les derniers petits obstacles qui lui restent dans la division. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur la division actuelle des poids lourds? Comment est-ce que vous voyez les prochaines années se dérouler? Et surtout, est-ce que vous partagez un peu mon pessimisme sur ce qui est à venir? Ou alors est-ce que vous avez le sentiment que c'est des choses qui vont se réguler comme elles se régulent souvent avec le temps? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire comme d'habitude et nous on se reparle bientôt. Salut tout le monde!